À Barcelone et à Madrid, deux femmes indignées sont aux portes du pouvoir. Elles incarnent le changement radical et ne cachent pas leur émotion. Ada Colau, 41 ans, se prépare, elle, à prendre les clés de la ville de Barcelone. Il ne lui reste plus qu'à rallier les autres partis de gauche à sa révolution. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ce processus. Cela ne se produit pas seulement à Barcelone. C'est une révolution démocratique. Elle est imparable. Elle se passe en Catalogne, en Espagne et nous espérons aussi dans le sud de l'Europe. Ada Colau est entrée en politique il y a seulement quelques mois. C'est son combat pour les mal logés qui la propulse sur le devant de la scène. Elle n'hésite pas à chanter dans son clip de campagne et à s'enfermer dans une banque pour dénoncer les dérives de l'austérité et les affaires de corruption à pétition. Même combat à Madrid, en passe d'être remporté ici aussi par une femme. Manuela Carmena, 71 ans, juge à la retraite, pourrait être le prochain maire de la capitale avec l'appui des socialistes. Madrid, tenu par la droite depuis 23 ans, a voté Podemos. Le changement qui s'amorce en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Ce soir, le Premier ministre conservateur Mariano Rajoy ne cache pas sa déception et pointe du doigt les responsables au sein même de son parti. Je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avons clairement subi l'impact des récentes affaires de corruption. 4 ans seulement après la naissance du Parti des Indignés, la gauche radicale arrive au pouvoir dans les grandes villes d'Espagne. Nous sommes de retour donc à Mediapart, dans les locaux de Mediapart pour ce live spécial. À 20h30, nous allons parler de notre état d'urgence climatique. C'est une soirée qui est en partenariat avec nos amis de Terra Eco. Vous pouvez obtenir cela en vous abonnant à Mediapart ou un abonnement aussi à Terra Eco, qui est l'offre particulière de ce live. C'est 25 €, 4 mois de Mediapart pour 25 €. C'est notre indépendance, c'est ce qui nous permet de faire cette télévision citoyenne. Alors nous allons poursuivre cette première partie qui est autour de Podemos, des échéances qui sont celles pour lesquelles Podemos s'était créé, c'est-à-dire les élections générales, les élections législatives en Espagne. Et après avoir parlé avec nos amis d'Infolibre, notre partenaire espagnol de Podemos aujourd'hui en Espagne, nous allons confronter Juan Carlos Monedero, qui est l'un des fondateurs de Podemos, à la gauche française. En la personne, donc, de Isabelle Attard. Isabelle Attard, vous êtes députée du Calvados, avec un itinéraire particulier. Vous n'êtes pas une politique professionnelle, vous aviez un métier avant de faire de la politique, et vous êtes devenue députée Europe Écologie Les Verts. Vous avez en cours de mandat quitté Europe Écologie Les Verts pour cofonder Nouvelle Donne avec Pierre Larouturou. Et finalement, en 2015, vous avez également quitté Nouvelle Donne et vous vous retrouvez aujourd'hui une députée citoyenne, c'est comme ça que vous vous présentez, et vous êtes l'une des 6 députés. Il y a eu 6 voix à l'Assemblée contre l'état d'urgence. Il n'y a eu, je le rappelle, aucune voix contre au Sénat, que des abstentions. À vos côtés, qui vous félicite pour ce vote contre, Danielle Simonet, vous êtes conseillère de Paris. J'ai un métier aussi. Comment oui, j'ai un métier. Vous avez un métier aussi, conseillère psychologue. d'orientation, avant tout en faisant vos engagements. Et vous êtes par ailleurs donc au Front de gauche, au Parti de gauche. Vous avez cofondé le Parti de gauche avec Jean-Luc Mélenchon et vous êtes l'une de ses coordinatrices. C'est comme cela que l'on dit. Et à vos côtés, enfin, la jeunesse, donc non pas que nous soyons tous vieux, mais la jeunesse qui est censée nous bousculer. Julien Bayou, qui est porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, qui est lui aussi élu. Vous êtes conseiller régional Île-de-France, voilà. Et vous vous représentez aux élections du 6 et du 13 décembre. Aux élections du 6 et du 13. Donc,
maintenant, c'est un peu un face-à-face. Qu'est-ce que, Juan Carlos, vous auriez envie de dire à la gauche française? Alors, je ne dirais rien de tel que, ou en tant que membre de Podemos ou fondateur de Podemos, je pourrais partager des analyses en tant que professeur de sciences politiques, préoccupé par la dérive de notre continent. Je suis convaincu que nous sommes... C'est le contrat social européen qui est en jeu actuellement. Je suis convaincu qu'on est en train de vider l'État social en le transformant en modèle néolibéral qui veut concurrencer la Chine. Donc, en fait, la seule façon d'en finir, et ils en sont conscients, hein, d'en finir avec un demi-siècle de droits sociaux, à leur avis, c'est par la répression. Et on perd l'état de droit également, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de transformer les juges en cabinets juridiques. Par exemple, le président du tribunal constitutionnel, on a découvert par la presse qu'il était membre du PP. Donc l'État démocratique, l'État de droit sont menacés et voilà, c'est la situation en Europe. Le traité de Maastricht a été un changement, un point de changement et l'excuse, on va dire, des attentats terroristes donne des arguments ou l'argument pour remplir... Ça, c'est le paysage général, la France, la gauche française. En fait, ce que je voulais vous dire, pour terminer, c'est que la possibilité que nous connaissons en Espagne de pouvoir changer les choses, ne dépend pas de l'existence de Podemos, mais du mouvement des indignés. En fait, on ne sait pas pourquoi un jour les protestations se sont transformées en quelque chose de beaucoup plus grand. Le verre a débordé, on va dire. Les manifestations, et la manifestation à laquelle nous avons participé ce 15 mars, c'était une manifestation comme les autres, mais en fait, il y avait une situation qui était un peu différente. Dans un espace court de temps, le Parti socialiste et le PP avaient raconté aux citoyens qu'ils étaient à peu près les mêmes. Ils se ressemblaient et les citoyens s'étaient bien rendus compte qu'ils étaient très semblables. Et donc, d'un coup, les citoyens se sont dit, mais ils ne nous représentent pas. Et donc, ce défi représenté par la population, cette manifestation, ça a permis de construire un nouveau récit qui a permis notre naissance 3 ans plus tard. Roto, c'est un dessinateur, après le 15M, a dessiné la Puerta del Sol avec des têtes colorées. Et il disait, les jeunes sont descendus dans la rue et tout d'un coup, tous les partis ont vieilli, ont pris un coup de vieux. Il y a un facteur générationnel qui est extrêmement important dans la transformation. Et je pense que la possibilité que nous avons d'aller à l'encontre de ce qui est vieux, ce n'est pas une question d'âge, mais de mentalité. Le grand débat en Espagne, c'était entre l'ancien et le nouveau, ce qui était vieux et ce qui était nouveau. Et pour nous, ce n'est pas quelque chose de simple, on l'a tout de suite compris. Ce qu'on identifie comme vieux, et il veut en fait représenter ce qui est nouveau. Mais ça ne colle pas. Il y a des gens, par exemple, José Luis San Pedro ou Stéphane Hessel, c'était des références pour les jeunes. Mais ça n'a pas lieu avec les politiques. On ne retrouve pas ça avec les politiques de 80 ans. Et en tant qu'analyste, je pourrais dire à la gauche de la France, à la gauche française, pardon, qu'il devrait faire un effort de changement peut-être, changement de personne peut-être. Il faut trouver d'une certaine façon des réponses de l'extérieur de la politique traditionnelle. Aller chercher à l'extérieur. Et il y a des personnes qui continuent à représenter l'ancien, le vieux. Peut-être qu'ils vont finir par en finir avec le nouveau. Moi, je vous assure que dans d'autres endroits, en Amérique latine ou en Europe, je pense par exemple au Mexique, il y a une impossibilité pour les forces de gauche d'émerger, même s'il y a des manifestations spectaculaires. On voit les manifestations pour défendre la mémoire des 43 étudiants qui ont disparu récemment. Et ça touche toute la société mexicaine. Mais il y a des partis politiques qui ont trop de poids
du passé, qui viennent du passé, et ça, on n'arrive pas à concrétiser la manifestation dans une force politique nouvelle. Il faut changer, y compris les têtes. Alors Danielle Simonet, la première, et puis après Julien, Isabelle. Voilà. Moi, je partage l'inspiration qui a été la vôtre des révolutions citoyennes d'Amérique latine, où à un moment donné, le ras-le-bol des politiques imposées a fait en sorte que le peuple se mette en mouvement et, avec le slogan « que se vayan todos », décide de prendre le pouvoir, mais prendre le pouvoir par les urnes. Et d'ailleurs, la première décision qui a été prise par ceux qui ont pu du coup accéder au pouvoir, c'était vraiment de le rendre au peuple en mettant en place des assemblées constituantes pour permettre au peuple de se doter d'institutions qui lui permettent vraiment d'avoir un contrôle du pouvoir à tous les niveaux, avec une analyse finalement que la société était un système totalement oligarchique avec la confiscation du pouvoir dans le pouvoir économique, médiatique et politique. Et je t'ai écouté tout à l'heure sur la question des grandes réformes constitutionnelles, et moi ça me parle énormément. Et alors évidemment, on a une histoire en France qui n'est pas la même que l'histoire espagnole, et moi je suis profondément à la fois éco-socialiste et républicaine. Et donc, au parti de gauche, pour nous, c'est très important de créer les conditions d'une mobilisation où le peuple reprend en main son destin, et que pour ce faire, il faut qu'il puisse aussi aspirer à la convocation d'une constituante, pour que vraiment les règles du jeu soient totalement définies, redéfinies, pas simplement dans le champ institutionnel pour en finir avec la Ve République monarchique, où tout est concentré dans le pouvoir exécutif. Puis alors, en ce moment, avec l'état d'urgence, on voit le danger de la constitutionnalisation de cet état d'urgence, mais aussi pour introduire d'autres principes. Une règle verte, et là je pense que voilà, sur les questions, l'enjeu premier de l'intérêt général écologique, mais aussi les droits sociaux nouveaux dans l'entreprise pour résister justement aux diktats des actionnaires, et puis aussi des droits humains nouveaux, comme par exemple la question du droit de mourir dans la dignité. Vous, au niveau de Podemos, vos préoccupations constitutionnelles sont extrêmement fortes, mais comment est-ce que vous pensez que c'est simplement par la prise du pouvoir que vous allez faire ces réformes constitutionnelles, ou est-ce que vous allez permettre vraiment au peuple de prendre part au débat et de pouvoir lui-même s'organiser pour écrire cette nouvelle constitution et qui permet du coup des ruptures profondes avec le système? On va continuer avec donc première question sur comment va faire Podemos et le changement en France, parce que c'est aussi le changement des appareils politiques qui est posé. Oui. Donc Julien Bayou et Isabelle Attard après. Déjà, moi, merci à Mediapart de permettre cet échange. Je trouve ça vraiment nécessaire. Je partage évidemment le constat très sévère, très triste même sur le projet européen. Et, le clown risque. Triste, un clown avec son maquillage qui embrasse la trapéziste tombée d'en haut, morte. C'est le paysage qu'il a fait de la gauche tout à l'heure. Et y compris sur le fait que notre incapacité nous-mêmes à gagner fait qu'on a laissé la Grèce beaucoup plus seule, 2% du PIB européen, que s'il y avait eu l'Espagne ou le Portugal pour la soutenir, et évidemment que si la France l'avait soutenue. Donc on a cette responsabilité commune. Et à vous entendre, le chantier devant nous, il est colossal. Et j'ai même envie de dire que un des points qui nous différencie, c'est que finalement, c'est un peu comme si nous, on arrivait maintenant en 2011. En 2011, en Espagne, on arrive à la confusion totale entre un PSOE qui, au début de Zapatero, pouvait prendre des mesures plutôt respectables. Je pense notamment à la question des violences conjugales, des mesures progressistes, et qui, en 2011, se retrouve dans un confusionnisme absolu à mener les politiques que les conservateurs auraient pu mener. Et c'est ça aussi qui fait que finalement l'alternative elle est dans la rue et pas dans un nouveau ou un ancien, une fausse alternance. Et nous on arrive très précisément à ce moment-là où on voit avec le crédit impôt compétitivité emploi, le pacte de responsabilité, les mêmes mesures proposées par François Hollande, par un Macron, par un Valls, que ce qu'ont proposé, ont mis en place Sarkozy et ce que proposerait Juppé. Et donc pas d'alternance. Et l'incapacité collective à s'affranchir de nos appareils, de nos égoïsmes, de notre inertie, elle fait que l'alternative, bon, elle n'est pas dans la rue, elle est au Front National. Cette défiance vis-à-vis des élus, parce qu'il y a une impuissance à changer les choses, elle trouve un catalyseur
dans le Front National. Donc notre responsabilité, et là j'ai une question, vous vous êtes construit pour le pouvoir, pour gagner. C'est Iglesias qui dit on rentre sur le match, sur la pelouse, pour gagner le match, avec ces élections dans un mois en ligne de mire. Nous, les élections les plus structurantes, c'est la présidentielle, c'est bientôt, c'est dans 1 an et demi, et il n'y a pas de raccourci, mais il y a un accélérateur. Moi, je propose une primaire pour justement à la fois travailler un projet ensemble et puis faire émerger des personnalités, qu'on s'affranchisse des égos, on s'affranchisse aussi des appareils, et que si c'est une personnalité extérieure qui peut rassembler, qui peut construire, alors soutenons-la. Est-ce que ça vous semble, vous le professeur, vous, je ne sais pas quoi, pertinent? Isabelle Attard. Moi, j'ai particulièrement aimé ce que vous avez dit sur les jeunes, qui, d'après vous, ne se sentent plus représentés. Moi non plus, je n'ai pas l'impression que les jeunes se sentent représentés en France. Et on ne peut pas se décréter citoyen et que ce mot revienne absolument partout et ne pas le réaliser dans les actes. Le non-renouvellement de la classe politique, en fait, c'est ça que vous nous avez dit tout à l'heure. On est des vieux, les jeunes ne sont pas représentés, et finalement, en France, ils ne sont pas dans la rue. Moi, ce que je constate avec le débat autour de l'état d'urgence, c'est qu'on a beaucoup de témoignages de gens qui nous disent « on est d'accord avec vous, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est quelque chose qui revient systématiquement. Qu'est-ce qu'on fait? À la fois, ils ne se retrouvent pas dans le discours de la gauche traditionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui leur... pas qui les rebute, mais on va dire que le vieux discours traditionnel, même celui qu'on a à l'intérieur du front de gauche, attire encore un petit peu de jeunes, mais on n'arrive pas à aller au-delà d'un électorat qui est toujours le même, et au-delà des milliers de personnes, certes, mais c'est rien par rapport à tous les 18-34 ans qui, on le sait au niveau des statistiques, ont arrêté de venir voter, ont arrêté de descendre, ne descendent plus dans la rue. On ne les retrouve pas. Qu'est-ce qui ferait qu'effectivement on retrouve un mouvement des indignés? Qu'est-ce qui ferait qu'ils aient à nouveau envie de voter? Moi, je sais que si j'avais la lampe d'Aladin et qu'on me permettait de faire un vœu, eh bien, mon vœu serait, est-ce que je pourrais poser la question à tous les Français en leur disant, voilà, qu'est-ce qui ferait que vous retourneriez voter avec le sourire? Je n'ai pas envie de savoir à la rigueur pourquoi ils ne votent plus, parce qu'on a tellement de pistes. On sait très bien, désabusés, etc. Bon, qu'est-ce qui ferait que vous retourneriez voter avec le sourire? Et vous avez mis le doigt sur un problème que nous devons aussi résoudre à l'intérieur de la gauche française, je pense. Le renouvellement de la classe politique, il ne peut pas se faire que dans les mots. C'est-à-dire que lorsqu'on se bat contre le cumul des mandats, ça doit être un vrai combat concret. C'est-à-dire qu'on ne se représente pas au bout de 2 mandats. On ne cumule pas un poste de député, de maire et de conseiller départemental. Mais à l'intérieur de nos partis, nous devons en être conscients. Et aujourd'hui, on voit que dans les échéances électorales qui nous concernent, c'est-à-dire les régionales, nous avons buté sur cette union à cause de ce non-renouvellement des pratiques, à cause des... je ne vais pas les appeler les dinosaures, mais à cause de certaines personnalités, de certains égos peut-être surdimensionnés, qui ne veulent lâcher aucun poste et qui préfèrent en cumuler 4 que se battre pour partager le pouvoir. Donc ça, est-ce que c'est votre analyse que vous faites en regardant la France vue de l'Espagne? En tout cas, j'aimerais bien que vous nous disiez votre point de vue là-dessus. Donc, un aperçu de l'inquiétude diverse de la gauche française, l'échéance présidentielle, comment associer les citoyens à une dynamique constitutionnelle et même tout simplement comment faire qu'ils votent et qu'ils se sentent impliqués par la politique. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Merci de vos interventions. C'est vrai qu'il n'y a pas de solution nationale. Ou bien on se met d'accord entre les pays du Sud et on commence à parler, ou bien on ne trouvera pas de solution. Parce que les ennemis de la démocratie se retrouvent de façon constante, ils se mettent d'accord et nous n'arrivons parfois pas à le faire, n'arrivons pas à le faire. Donc ils ont un avantage. Nous sommes nés au moment des élections européennes et notre slogan c'était « Quelle est la dernière fois où tu as voté avec un rêve ?» Donc, je ne sais pas si vous connaissez les films de Zorro.
voyez Zorro avec son masque et qui marque le Z. Et avec le sergent Garcia. Le sargento Garcia. El sargento García. Écoutez. Entonces, Et donc, sur le vice-roi, il marquait le Z de Zorro. Il représentait ce vice-roi le pouvoir arbitraire absolu. Et donc, Zorro marquait son Z. Et il y avait une sorte de justice plébéienne du peuple. Et nous avons compris qu'avant, les révolutionnaires allaient monter au maquis. Et maintenant, ils vont sur les plateaux de télé. Donc, il y a une partie de la lutte qui doit avoir lieu où le système néolibéral a triomphé dans la construction d'hégémonie. Le système néolibéral a triomphé en construisant quelque chose de bon sens. Nous sommes tous entrepreneurs de nous-mêmes, comme disait Foucault, et la seule façon de survivre, c'est en mangeant les autres. Nous sommes tous des zombies, en fait, en quelque sorte. Et c'est très difficile qu'un zombie puisse sauver un autre zombie, sauf en lui mentant, et sauf en se présentant comme le Français le plus beau de France, mais c'est mensonge, évidemment. Machiavel dit que pour qu'il y ait des changements sociaux, il faut 3 conditions. Le fleuve doit déborder, on ne peut rien faire pour l'arrêter, et ce sont comme des conditions objectives. Lui, il l'appelle la fortune, le sort. Et il doit y avoir un prince vertueux qui prévoit que le fleuve va déborder et qui fait construire une digue. Ce sont les acteurs. On l'appelle la vertu. Donc, la fortune, la vertu. Le prince qui agit. Donc, ça peut être le prince collectif, le prince du parti. Et puis, il y a un troisième élément dont on parle moins, et Machiavel dit que les Perses n'auraient pas pu être sauvés si les Perses n'avaient pas ressenti la nécessité d'être sauvés. Donc, s'il n'y avait pas eu la nécessité, Moïse n'aurait pas pu sauver les Israélites s'il n'y avait pas eu le besoin ressenti du besoin de les sauver. Et donc, la conscience est très importante. Oui, le besoin vital, mais construit dans la conscience. Dans les années 60, en Bolivie, il y avait des conditions objectives de pauvreté brutale. Il y avait un acteur politique spectaculaire, Che Guevara, mais les indigènes, les autochtones n'avaient pas la conscience de la nécessité que quelqu'un les sauve. Et donc, on sait quel en a été le sort de Che Guevara. Et la seule façon de changer les choses, je crois que c'est en agissant au niveau de la conscience. Où agit le modèle néolibéral entre Lewis Powell qui va être membre du tribunal constitutionnel et Nixon qui fait le Memorandum Powell où on établit que la conscience américaine est démocrate et qu'il faut la transformer en républicaine, sinon ils ne vont pas gagner. Et donc, ils commencent à investir dans des journaux, dans des magazines, ils prennent Hollywood, ils font des traductions, ils achètent des professeurs, des fondations, etc. Et ils vont pouvoir obtenir un New Deal, un nouveau contrat pour l'Amérique. Lorsque le peuple commence à regarder Rambo, parce que c'est ce qui commence à lui plaire. Et donc, je dirais que dans notre travail de conscience, il faut en finir avec la délégation politique. C'est le mal par excellence. Et la délégation politique, ça présente de nombreux aspects. Déléguer au niveau des partis, au niveau des idéologies, déléguer les idéologies de la gauche traditionnelle. Donc, on suspend notre pensée parce qu'on assume le corpus d'une idéologie qui fonctionne comme une religion. Et à la fin, ça nous donne une identité. Et c'est ce qui fait que le Front judaïque de libération est le plus, c'est lui-même. C'est le Front de libération judaïque, pardon. Parce qu'il y a délégation. Il y a délégation dans les sectes également. Donc, Dieu est mort, alors on va vers l'autre côté et je me rattrape à une identité religieuse parce que je n'ai rien d'autre à quoi me raccrocher. Le monde s'est transformé en un énorme supermarché où les gens se raccrochent à ce qu'ils peuvent. On voit ce qui se passe avec Coca-Cola et avec la façon dont nous nous habillons tous. Donc, qu'est-ce qu'on a compris, nous? On a compris que pour que
les personnes, les gens puissent commencer à penser différemment et qu'ils cessent de déléguer la politique, il fallait dynamiter des cadenas qui ferment notre pensée à double tour. Et donc il fallait aller vers les médias pour, de façon dialectique, abattre les santons de la politique espagnole, en quelque sorte, et montrer que ces politiques étaient mauvais et que l'empereur était nu, en fait, et que ces propositions n'avaient servi que l'intérêt d'une minorité, que ces arguments étaient faux, et que l'idée qu'il n'y avait pas d'autre alternative, c'était faux. Et donc, nous avons trouvé la possibilité de commencer à connecter avec des secteurs de la population. Mais il fallait être prudent, parce qu'il y a une partie des personnes, des gens, qui étaient d'accord avec nous, avec notre discours. Pas parce qu'ils étaient contre le système, mais parce qu'ils étaient contre les excès du système. Si on ne travaille pas bien, l'analyse du fait que le problème c'est le système, et ce ne sont pas les erreurs, mais c'est le système lui-même, eh bien, tu cours le risque que tout le travail fort de rompre les cadenas, de faire sauter les verrous, eh bien, profite finalement à quelqu'un, un populiste. Et nous avons rompu, fait sauter les écrous des grands partis. Maintenant, le système s'invente un nouveau parti qui va servir de béquille aux vieux. Et donc, ce parti qui ressemble beaucoup à Le Pen, en quelque sorte, au Tea Party, il ressemble beaucoup à Cinque Stelle en Italie. Ce parti, sur l'autoroute que nous avons ouverte, peut triompher en nous narguant et s'ouvrir la voie. Dernière conclusion. Une fois après avoir fait sauter les verrous, ou bien les gens avaient confiance, ou bien ça n'allait pas marcher. On en a eu conscience. C'est-à-dire que si on promet aux gens qu'on va en finir avec la délégation, il faut garantir que ça va bien être ainsi. Et l'un des problèmes de Podemos, c'est que dans notre constitution en tant que parti politique pour nous présenter aux élections, nous avons abandonner progressivement la partie la plus participative des cercles. C'est pour ça que je suis sortie du comité exécutif pour revenir au cercle, parce que j'avais compris que si on n'activait pas cette partie populaire, on se transformait en un parti de plus, en un parti comme les autres, et ça ne servait à rien. Et donc, c'est ce que tu as dit, sans primaire, si les citoyens ne choisissent pas ceux qui remplissent les fonctions, on ne va nulle part. Et nous avons établi que si les militants nomment les chefs, eh bien les chefs vont ressembler aux militants. Et donc, ceux qui doivent nommer les responsables, qui ça doit être? Eh bien, les gens. Et en 2015, il faut lancer des procédures informatiques ou autres pour que ce soit l'ensemble des personnes et pas les militants du parti qui nomment les responsables. C'est risqué, c'est sûr. Mais si on n'expérimente pas de nouvelles formes démocratiques, on va continuer ankyloser là où on est, avec des propositions du XXe ou du XIXe siècle. Je vais prolonger la réponse en vous posant à tous la question, parce que nous, observateurs, on sait qu'en France, on a déjà Jean-Luc Mélenchon qui est candidat potentiel à la présidentielle, on a déjà Cécile Duflot qui est candidate potentielle à la présidentielle. On pourrait y ajouter, je ne sais pas, parmi la gauche de la gauche, peut-être un Montebourg qui va revenir du Parti socialiste. Et donc on a déjà, par rapport à ce que vous répond Juan Carlos, où il dit qu'il faut que ce soit les gens qui choisissent, on a déjà dans les logiques d'appareil des candidats qui surgissent. Vos réponses? Moi, je n'aime pas le système de primaire, parce que j'ai souvent l'impression dans le système de primaire, et on l'a vu en France au niveau du Parti socialiste, que c'est souvent la compétition des personnes qui, du coup, pollue complètement le débat de fond, et souvent le temps d'existence de ceux qui savent qu'ils ne sont pas finalement des candidats sérieux. Enfin, on l'a vu dans la campagne du PS. Par contre, ce que je retiens vraiment dans ce que tu viens de dire, c'est que ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on crée l'implication des citoyens dans le choix des candidats, dans l'élaboration du programme. Moi, je pense, par exemple, que dans les difficultés qu'a pu traverser le Front de gauche en France, on a fait un super bon score à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était à 11%. Et encore, on avait subi la semaine avant l'impact politique
qu'avaient pu avoir les attentats de Mera, qui avaient fait que des 16-17%, clac, on était descendu à 11%. Après, évidemment, il y a plein d'autres explications. Je pense avec des difficultés de confusion stratégique au moment des municipales qui ont, à mon avis, pesé sur le front de gauche. Mais surtout, je pense qu'une faute que nous avons commise, c'est que, alors qu'on avait une campagne présidentielle extrêmement dynamique, où il y avait des grandes marches citoyennes, où il y avait des assemblées citoyennes où beaucoup d'hommes et de femmes s'impliquaient, avec des horizons très divers, et qu'il y avait vraiment du nouveau qui se créait, qui se construisait, on n'a pas réussi à garder et à renforcer ce cadre d'assemblée citoyenne. Et finalement, on est un peu revenu au cartel d'appareil. Et là, dans les élections régionales, il y a des expériences extrêmement intéressantes. Moi, je pense par exemple à Midi-Pyrénées, puisqu'en Midi-Pyrénées, eh bien, à la fois, on a des listes communes aux élections régionales qui font à la fois l'alliance partidaire de tous les partis qui assument d'être dans l'opposition de gauche au gouvernement, et puis en même temps un ancrage citoyen, avec des appels citoyens, et où ces citoyens, ils sont associés pour élaborer le programme, pour choisir les candidats, et pour définir une charte éthique avec notamment les questions de non-cumul des mandats. Alors évidemment, c'est pas parfait, c'est encore balbutiant, mais je pense que c'est important. Mais c'est vrai que la question du programme, elle est importante, et moi j'avais quand même une autre question à poser. Comment Podemos réagit par rapport à ce qui vient de se passer en Grèce, où on voit qu'il ne suffit pas d'avoir un programme et de mettre en mouvement le peuple, comme Syriza a réussi à le faire. Il y a des grèves générales, sur grève générale, un référendum le 6 juillet, si je ne me trompe pas, voilà, où le non au politique mémorandum imposé était énorme, et pour autant, ça n'a pas empêché le coup d'État financier imposé par l'Eurogroupe, imposé par la Troïka, et où on se retrouve maintenant avec Syriza qui se retrouve du coup à appliquer les mémorandums avec lesquels ils étaient en total désaccord. Et là, pour moi, il y a aussi, en plus de l'implication citoyenne, il y a une nécessité absolue, pour reprendre la phrase que tu as pu dire auparavant, les choses que tu défends au préalable, eh bien, tu peux les défendre ultérieurement. Bon, eh bien, le programme qu'on défend au préalable, il faut être en capacité d'assumer de le mettre en pratique. Aujourd'hui, dans le cadre de l'Union européenne, vu la dictature qui est imposée par le gros groupe, on sait que c'est très compliqué. Donc nous, on a lancé une démarche, un sommet internationaliste du plan B. Il a été reporté, puisqu'hélas, il a eu lieu, il était programmé pour le lendemain de ces terribles attentats. Il aura lieu en janvier. Je pense que cette réflexion-là, elle est importante, à la fois au niveau de l'ensemble de la gauche française, mais de toute la gauche européenne, avec les intellectuels, avec les économistes, avec les sociologues. Parce que si on n'est pas capable aussi de régler la question jusqu'où on est prêt à aller pour faire respecter l'indépendance des peuples, le fait que les programmes qu'on défend puissent les appliquer, alors tout ça, on va générer de l'espoir et du désespoir. C'est un peu long, hein, désolé, mais ça me semble important. Oui. Sur Syriza, il faut revenir à la question européenne. On les a laissés tout seuls dans l'arène. Donc le fait de partir de leur échec pour dire que c'est pas possible, je pense qu'au contraire, ça doit plutôt nous inciter à redoubler d'ardeur, nous mettre en responsabilité pour dire, voilà, on a trop de responsabilités pour foirer les prochains coups. C'est la même, mais encore plus fort sur la question du climat. On accueille la conférence climat et on n'est pas à la hauteur en France. Et si on veut embarquer l'Europe et les autres pays du monde sur un vrai accord, eh bien, on a besoin d'être exemplaire. Et là, on ne l'est pas, clairement. Donc, voilà, attention à ce qu'on renvoie aussi. Un point vraiment important sur la question des médias, et là, c'est votre responsabilité à Mediapart, encore une fois, c'est de lancer ce débat. Ça peut paraître de l'extérieur un peu rapide, en disant, voilà, c'est les médias, du coup, ça génère une telle conscience, etc. Je pense qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, on vit une accélération de ces mouvements avec des accaparements par des milliardaires, une indépendance clairement remise en cause. Exactement. Le fait même que des députés socialistes, samedi, aient failli proposer un contrôle de la presse, jeudi, aient failli proposer un contrôle de la presse. Donc, ce qui pouvait paraître de loin une phrase un peu rapide d'un professeur de sciences politiques, je pense qu'on est vraiment dans le cœur du sujet, que les médias façonnent, inconsciemment, consciemment, volontairement, indirectement, peu importe, façonnent une manière, effectivement, une prise de conscience. Et aujourd'hui, la prise de conscience qu'on doit dire, c'est que
il faut un projet écologiste, il faut une alternative. C'est pour ça que moi, je veux qu'on ait un candidat de rassemblement en 2017. Parce que sinon, si c'est François Hollande qui n'a rien apporté au pays contre l'ancien Premier ministre ou l'ancien président, il n'y a pas de changement. Ou Marine Le Pen. Ou Marine Le Pen. Il n'y a pas de changement. Et donc là, c'est notre responsabilité de nous organiser. Et pour ça, je pense qu'on a besoin de tout casser, tout reconstruire. Dans ce qui a fonctionné, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de méthode à dupliquer, mais il y a un côté disruptif qui est ressorti à chaque fois de Podemos en s'appuyant sur l'expérience des indignés, de Syriza capable de rassembler plus de 40 chapelles, j'ai envie de dire, qui se rendent compte qu'en fait elles parlent à peu près le même langage, d'un Corbyn qui est capable de tripler le corps électoral du Labour pour doubler de vitesse les vieux de la vieille, et en fait se présenter avec le manifeste des années 80 du Labour. Et si je voulais provoquer, j'irais même jusqu'à Trudeau au Canada. Alors certes, il est libéral, mais il apporte une bouffée de fraîcheur incroyable. Vouloir taxer les riches, changer du programme anti-écologiste de Stephen Harper, c'est apporter une disruption et un rapport avec les gens vraiment très différent. Et donc je reviens à cette question de primaire, parce qu'aujourd'hui, le choix des candidats à gauche, il est confisqué par quelques-uns. Il y a François Hollande qui veut se représenter parce qu'il le peut institutionnellement, et ensuite, c'est quelques militants, mettons 100 000, mettons 200 000, qui vont décider de qui se présente, alors qu'encore une fois, la responsabilité, elle est nationale, elle est européenne sur la question. Donc je pense que c'est vraiment vers là qu'il faut aller. Isabelle, vous serez candidate aux primaires ouvertes? Je crois pas. Par contre, si je peux terminer, effectivement, sur ce qui se passe en Midi-Pyrénées-Languedoc, ça nous donne la voix. C'est-à-dire que la primaire, c'est pas uniquement pour choisir une personnalité, ça, c'est le travers de la cinquième. Vous voulez dire la liste menée du commun, là, le Nouveau Monde, menée par Onesta, où il y a à peu près toute la gauche, sauf le Parti socialiste. Il y a quelques autres régions aussi où on a ce même cas de figure, et je pense qu'il y a plein d'expériences différentes, mais à ces élections régionales, il y a la possibilité que les citoyens choisissent des listes où il y a des démarches citoyennes et de rassemblement de l'opposition de gauche novatrice. D'ailleurs, c'est à Toulouse qu'il y a eu une grande manifestation, malgré l'état d'urgence, après les attentats. 15 000, oui. C'est la marche à suivre pour avoir un projet, une convergence sur un projet qui débouche ensuite sur une possibilité de victoire. Je te repasse la parole, Isabelle, excuse-moi. Oui, non, mais moi, je reste convaincue que ce renouveau que nous devons pouvoir aider, pas forcément incarner, mais en tout cas soutenir, il ne passe que par la sincérité. C'est-à-dire qu'on peut crier le mot citoyen comme on veut et dans toutes les langues. Si ce n'est pas sincère, si la démarche qui est derrière n'est pas sincère, alors elle ne sert à rien et elle s'écroulera comme un vulgaire château de cartes. Et je pense que vous parliez d'expérience démocratique. Nous avons en France des expériences démocratiques. Et vous avez quitté Podemos, j'ai quitté Nouvelle Donne, et pourtant, effectivement... Non, il n'a pas quitté Podemos. Il a quitté la direction de Podemos. Il est toujours investi. Mais j'ai noté quand même il y a une vie en dehors de la direction. De revenir à la notion de cercle. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il y a un peu un retour, on va dire, aux fondamentaux du fonctionnement d'un collectif de citoyens. Et comment on leur donne vraiment la parole, comment on leur fait confiance. Parce que impliquer les citoyens, on peut le faire de la même manière qu'on peut déléguer à 20%, à 80% ou à 50% dans une entreprise. Mais on peut aussi essayer de faire une vraie implication sincère. Et c'est vrai que l'exemple de Nouvelle Donne était intéressant. Et on essaye. C'est pas parce qu'on a des échecs que ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas un jour. Mais l'exemple de Nouvelle Donne, qui était de dire qu'effectivement, on tire au sort parmi des citoyens, un jury de 20 ou 25 personnes qui vont auditionner, ces 25 personnes ou 20 personnes vont auditionner des candidats qui correspondent à un projet et qui seront les mêmes, qui seront à même de porter ce projet, en dehors des personnalités les plus connues, de façon à faire émerger ces figures nouvelles dont vous parliez tout à l'heure, ces jeunes, ces figures nouvelles. Moi, j'ai pas de problème avec Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'ai encore apprécié cette prise de parole. Simplement, je pense peut-être qu'à un moment donné, quand on veut tenir un discours pour attirer les jeunes, il faut être en cohérence avec
son propre parcours. Et peut-être qu'il peut être là au sein d'un collectif pour porter la génération d'après qui va émerger et qui doit émerger et que l'on attend tous. Moi, je suis prête pour les primaires, Julien, je te l'ai déjà dit, je suis 1000 fois partante pour aider à l'organisation. Je suis partante pour faire partie de ce collectif qui doit émerger. Je suis vraiment opposée à la figure du leader suprême, du chef charismatique, de là ou du chef charismatique, qui, par sa grandeur et sa capacité intellectuelle, balayerait tout sur son passage et emporterait le pays vers la victoire. Je suis convaincue que nous devons travailler au sein d'un collectif. Et que s'il y a une primaire, nous devons veiller à la meilleure façon de la réaliser. Parce que si c'est pour réaliser une primaire, alors là je vais être peut-être critique, mais Eva Joly, Nicolas Hulot, pour se bouffer le nez, et décréter ensuite qu'on va travailler ensemble, ce n'est pas possible. Tout le monde le sait que ce n'est pas possible. On ne peut pas se lancer des noms d'oiseaux la semaine d'avant et puis dire qu'on va faire une campagne joyeuse tous ensemble le jour après. Mais ce n'est pas crédible auprès des citoyens. Donc si nous arrivons à faire une primaire sereine, à la scandinave, on va dire, peut-être. Là, c'est le côté entre le latin et le scandinave, on peut peut-être trouver un intermédiaire intéressant, qui fait que nous portons ensuite, une fois que nous avons trouvé la bonne personne, qui peut-être viendra de la société civile, j'aime pas trop ce nom-là, mais disons qu'il ne viendra pas du monde politique classique, que tout le monde soit capable d'être dans cette dynamique, de porter ce collectif et d'être synonyme vraiment d'espoir, oui, là, j'y crois. Mais sinon, j'y croirais pas parce que ce ne sera pas sincère. Juan Carlos, on arrive à la fin. C'est le mot en réponse déjà, et en même temps, je suis désolé. Déjà, ça, mais oui, ça va très vite. Mais voilà. Et par ailleurs, on n'a pas vu Juan Carlos pris le temps de parler. On peut quand même juste lui demander une dernière question. Allez-y. On est, si vous avez des questions rentrées, c'est le moment. De la présidentielle, on est nous très touchés par les terribles attentats qu'il y a pu y avoir à Paris, à Saint-Denis, et puis encore hier à Tunis. On est face à un gouvernement qui a décidé d'instaurer l'état d'urgence pendant 3 mois, qui veut le constitutionnaliser. On en a parlé déjà au début. Et là, qu'il veut interdire le droit de manifester. Or, la question de la COP21, pour nous, et je pense qu'on est vraiment tout à fait d'accord là-dessus, s'il n'y a pas de droit de manifester pour les mobilisations citoyennes, pour la justice sociale et climatique, on sait qu'il n'y aura rien à attendre de cette COP21, où c'est les lobbies des multinationales qui financent, contrôlent et décident que le climat attendra. Comment ces questions-là, elles sont posées en ce moment par Podemos parce que du coup, nous, on va essayer de tout faire pour avoir le droit de s'exprimer et de manifester d'une façon ou d'une autre. Il faut vraiment qu'on se batte pour le droit de manifester, mais du coup, en Espagne, comment ces mobilisations se font ? Pas de regret. Les digo. Non, une dernière. Non, je sais que j'ai effectivement signé la pétition qui est espagnole pour une manifestation organisée à Madrid samedi. Il y a beaucoup d'initiatives. Par rapport à l'état d'urgence, c'est-à-dire que finalement, pas en notre nom et de manifestations. Exactement. Et je suis très heureuse de savoir que nous sommes soutenus finalement par l'extérieur quand nous voyons à l'intérieur aussi peu de volonté politique, en tout cas parlementaire. Il y a 2 appels citoyens pour demain et pour dimanche, pour braver à Paris même l'interdiction. Je voulais dire que c'était vraiment très beau et très solidaire de s'apercevoir qu'effectivement, on n'est pas seul et qu'en Espagne, il y a ce mouvement de soutien. Et finalement, ça permet de vaincre un peu notre isolement que j'ai ressenti encore aujourd'hui. Juan Carlos Monedero, ça fait le professeur Monedero, comme disait Jesus Maragna, puisque vous êtes professeur d'université. Ça fait presque 2 heures, montre en main, que nous sommes ensemble. C'est à la fois en réponse et en même temps le mot de conclusion pour laisser la place au grand débat suivant sur la COP21, justement. Le digo a mis alumnos siempre que tienen que ser como Neo al final de Matrix. Comme Neo à la fin de Matrix. Parce que c'est une des particularités de Podemos. On fait de la politique avec des séries télé, avec des films, avec la création contemporaine. Matrix, Game of Thrones et même parfois Zorro.
Quand on sort de la matrice, on voit des choses qu'on ne verrait pas autrement. Et je crois que ça, c'est très important. Quand les oiseaux migrent, il y en a toujours une qui ouvre la voie. Un oiseau qui ouvre la voie, mais ce n'est pas toujours le même. On vit dans un monde avec beaucoup d'incertitudes. Et la seule façon de réduire les incertitudes, c'est avec des leaderships au pluriel, qui viennent d'en bas, mais qui doivent jouer ce rôle de réduire les incertitudes. Sinon, on ne va pas fonctionner comme il faut. Il y a une idée fondamentale dont on doit intégrer, sinon on va être perdu en Europe. C'est que s'il n'existe pas d'émotion, il n'y aura pas de réponse. Descartes n'avait pas raison. Descartes avait tort. Je pense donc que j'existe. Je ressens et donc j'existe plutôt. Donc les forces transformatrices, ou bien elles sont capables d'inventer une émotion, ou bien on ne sera pas capable de transformer, de rien transformer. Donc, à Syriza, qu'est-ce qui se passe avec Syriza? Il représente, la Grèce représente 2%. Ils ne peuvent pas se battre contre les autres. La bataille, elle est de tous. On sait ce qui s'est passé, je le disais. Syriza a voulu aller à la chasse aux dragons avec un filet à papillons. La politique n'est pas une scène aussi jolie que la création. Il faut penser que le temps de la politique doit être sorti du temps du travail, parce que ça nous semblerait moins douloureux, ce temps que l'on consacre à la politique. Et il y a une idée qui me semble essentielle par rapport à la politique. Il n'y a pas d'analyse globale de tout, mais tout coévolue. Un biologiste ne sait pas comment va évoluer une espèce animale. Et ils ont une science plus forte que la nôtre. Donc un biologiste ne sait pas. Et nous, comment pourrions-nous savoir comment va évoluer notre société? Il faut avoir des idées ouvertes. Il faut savoir prendre en compte le mouvement continuel. Vous avez dit que, je dirais que dans ce sens, il ne faut pas être otage d'un modèle fermé. Et l'un des modèles les plus douloureux, ce sont les modèles fermés de la gauche. J'aime cette idée d'être un peu caribéen et scandinave à la fois, un bon mélange. Je ne suis pas d'accord avec toi, il ne faut pas tout casser. Attention, ce discours de tout casser va faire que ceux qui vont voter pour toi, ce sont les classes moyennes intellectuelles. Et les travailleurs, ceux qui souffrent le plus de la crise, vont voter Le Pen ou vont voter pour d'autres forces politiques. Donc il faut sortir de ce discours révolutionnaire. Moi je dis que les trois âmes de la gauche qui ont été séparées au XXe siècle, il faut les réunir à nouveau. L'âme rebelle, l'âme révolutionnaire et l'âme réformiste. Il faut les réunir et qu'elles débattent entre elles. Et je vais conclure en disant qu'il y a des débats théoriques qui ne peuvent pas nous aider à penser. Il faut être capable de comprendre que les solutions viennent d'espaces pratiques, empiriques. Et il faut avoir une sensibilité pour écouter le réel, la réalité. Et un petit pari pour vous aider à être comme Néo à la fin de Matrix. Je lisais ce matin ce qu'on nous suggère depuis l'écologie pour expliquer pourquoi nous avons la moitié de la Terre complètement dévastée et que les gens ne trouvent pas de réponse consciente et claire à ce problème. Eh bien, il y a une série de règles que l'on peut écouter, et je crois que c'est ce qu'on peut présenter à l'ancienne gauche pour reconstruire cet espace. D'abord, il faut comprendre ce qui nous arrive, pas comme un danger, mais le comprendre comme une opportunité. Deuxièmement, accepter que pour le même problème, il puisse y avoir différentes réponses et qu'elles sont toutes valables. Et troisièmement, nous avons besoin de créer des symboles de proximité, que le boulanger du coin nous comprenne. Quatrièmement, il faut signaler les choses qui vont permettre d'améliorer, grâce à nos transformations, les choses, la situation. Il faut reconnaître, cinquièmement, les douleurs qui sont liées aux choses que nous allons perdre et reconnaître que nous allons perdre des choses et qu'il y aura des situations pire encore. Il faut célébrer les bonnes choses que l'on va créer dans ce nouveau monde et transformer cela en histoire personnelle, pour finir, que les gens comprennent. Brecht disait que seuls les peuples qui ont des convictions sont les seuls peuples qui ont des convictions sont les peuples qui ont des espoirs.
Et donc, il faut en appeler aux gens et au cœur des gens, parce que le cœur, on l'a laissé à la droite. Il faut en appeler aux gens, parce que le cœur, on l'a pour l'instant laissé à la droite, et réunir les trois héritages de la gauche, rebelle, dire non, révolutionnaire, se soulever, et réformiste, savoir faire des choses concrètes. C'était les derniers mots de Juan Carlos Monedero, le cofondateur de Podemos. Il est exactement 20h08. Nous avons donc 8 minutes de retard. À 20h30, vous retrouverez le grand débat qui est sur la COP21, animé par Frédéric Bonneau et Jade Lingard, sur notre propre état d'urgence, notre état d'urgence climatique. Vous pouvez retrouver et prolonger avec ce livre collectif sur Podemos et aussi cet autre livre préfacé par Thomas Piketty de Pablo Iglesias, La démocratie face à Wall Street. Ce n'est pas un hasard. Ces derniers mots concernent quoi? Concernent les médias, concernent le fait qu'il faut soutenir des médias indépendants. Eh bien, nous y sommes. C'est pour ça que vous êtes sur Mediapart. À tout de suite, à 20h30. Merci à tous. Merci. Merci.